Hello YouTube, j'espère que tout le monde va bien en ce samedi matin. On se retrouve comme toutes les semaines pour un nouvel épisode de Ancré à la maison cette fois-ci. C'est un épisode un peu spécial cette semaine car j'ai promis à mon invité du jour de ne pas supprimer quoi que ce soit de notre échange. Il est également un peu spécial car c'est l'épisode que mes grands-parents attendent le plus. Je vous jure que depuis que je l'ai tourné, ils me demandent toutes les semaines au téléphone quand est-ce que je le sors. Alors le voici. Papy, mamie, cet épisode est pour vous et j'ai un peu l'impression d'être Johnny Hallyday au Stade de France quand je dis ça, mais il y a un côté un peu stylé, je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est pas trop mal. J'ai l'immense honneur et le privilège de recevoir monsieur Hugo Frey qui vient nous parler de son dernier album Autoportrait, sorti en juillet dernier, et donc je vous propose de découvrir ça maintenant. Rentre chez toi, vieux Dan Tucker, ta soupe est froide, t'as passé l'heure. Déjà, je suis ravie de vous recevoir sur cette chaîne, je voulais vous le dire. Voilà. Merci beaucoup d'avoir accepté. Et la première question que je pose toujours à mes invités, c'est pas forcément la plus simple, mais c'est qui êtes-vous ? Et vous, aujourd'hui, après autant d'années de carrière, est-ce que vous avez déterminé qui vous êtes ? Alors, on va commencer par le commencement. Je suis un homme de 91 ans. Je suis né en 1929. Je suis chrétien, la première chose. Je suis français, né à Neuilly. Je suis le troisième fils d'une fratrie de 3 garçons et une petite sœur après. Je suis donc le cadet. Je suis d'une famille, du côté de mes 2 grands-mères, aristocrates, je dirais de la noblesse désargentée, c'est la plus belle, pas des noblesses de cour. Alors, comme métier, j'ai pas de métier. J'ai une activité qui m'a permis de nourrir ma famille en tant qu'artiste, chanteur, auteur, compositeur et peintre et sculpteur amateur, mais en train de devenir un peu professionnel puisque sur le tard, je réalise ce que je voulais faire étant jeune. J'ai été marié, j'ai 2 filles, 5 petits-enfants, 2 arrière-petites-filles, et la rime avec famille, ça va rejoindre votre seconde question. La famille, ça s'éparpille. Voilà, donc aujourd'hui, je vis à Marly avec Muriel, qui a, tenez-vous bien, 45 ans de moins que moi. Elle est ravissante, elle est charmante. Et je vis à Marly dans la maison du plus grand sculpteur français du XXe siècle, Aristide Maillol. J'ai 2 frères, l'aîné Jean-Paul qui vit lui au Sainte-Marie-de-la-Mer et qui a fait toute sa carrière comme scientifique, mathématicien, physicien très important dans ce siècle. Et j'ai un deuxième frère que j'ai perdu, hélas, quand il avait 27 ans, qui a quitté ce monde volontairement, et une petite sœur actrice qui avait changé légèrement son nom, qui s'appelle Pascal Audrey. Voilà, maintenant vous savez à peu près tout sur le plan technique. Mais je n'ai pas d'introspection, je ne me pose pas la question qui suis-je. Je suis un homme vivant, actif, et qui a encore beaucoup de choses à dire. Seconde question. Oui, seconde question. Justement, c'était également une question sur l'identité et ça renvoie à votre nouvel album qui s'appelle Autoportrait. Vous avez fait, avant que je pose la question, votre autoportrait. Est-ce que c'était important pour vous de l'appeler comme ça ? Pourquoi d'abord autoportrait ? Contrairement à ce que vous pourriez penser, c'est pas du tout de l'introspection. J'ai essayé d'aller chercher au fond de moi quelque chose que les gens ne voient pas. Non, pas du tout. J'ai trouvé 2 planches d'une caisse de vin que j'avais démontée parce que j'ai un ami qui fait le meilleur vin qui soit de Châteauneuf-du-Pape et il m'envoie chaque année des bouteilles pour le remercier, comme il a tout ce qu'il faut dans la vie. Je ne peux pas trouver de meilleur cadeau que d'essayer de créer quelque chose. Je démonte la caisse de bois dans laquelle il y a les bouteilles et sur les 2 planches, je fais un tableau que je lui envoie. Et il me reste le couvercle de la caisse sur laquelle je m'amuse à faire un portrait de moi en 1999 à peu près. Et comme vous savez, il y a le confinement, on n'a pas pu faire de photos et c'est mon directeur artistique qui a trouvé dans mon studio, il a vu ces planches. Il a dit, mais ce serait très bien pour faire la pochette du disque. Donc, on a choisi ça et Universal était très content de trouver cette idée. D'accord. Et comme je n'avais pas encore décidé comment allait s'appeler le disque, parce que toutes les chansons nouvelles, je veux dire, il n'y en a pas une qui dominait, je ne savais pas comment appeler mon disque, et j'ai dit, c'est le destin qui parle pour moi, c'est un autoportrait
qui figure en première page. On va appeler ça autoportrait. Et, parenthèse, j'ai constaté après qu'effectivement, dans chacune de ces chansons, il y a une sorte de petite morale qui correspond, si vous voulez, à ce que je pense dans la vie. Autoportrait, c'est à la fois un hasard, mais guidé par le destin, c'est une réalité. Donc en fait, moi je m'étais un peu monté la tête en me disant oui, il y a de l'introspection, etc. Pas du tout. Pas du tout. Pas au début. J'ajouterais simplement que je suis un homme instinctif, c'est-à-dire que je n'ai jamais un temps de réflexion. Ça part d'un seul coup. Quelqu'un est gentil avec moi, il a tout de suite un réflexe chez moi de gentillesse. Quelqu'un m'insulte, il prend un coup de poing dans la gueule. Tout de suite, sans réfléchir. Je ne réfléchis à rien. J'agis. Et justement, je vais rebondir sur une autre des questions, pas la suivante, parce que vous parlez d'autoportrait, donc je pense que c'est le bon moment d'en parler. Vous l'avez dit vous-même, que vous aviez envie de tisser des ponts entre la culture américaine et la France. Est-ce que c'est important pour vous ? Non, la réalité, c'est que je n'ai pas, quand j'avais 12, 13, 14, 15, 16 ans, jusqu'à 18 ans, je n'avais qu'un rêve, c'était de devenir sculpteur. Je n'ai pas pu le faire parce que mon père n'était pas d'accord pour subventionner quelqu'un qui ferait 5 ans d'études et il considérait que ça ne me mènerait à rien. Mon père n'était pas méchant, mais il m'a dit non, essaye de choisir autre chose. Alors j'ai choisi de faire mon service militaire pour me débarrasser d'une obligation civique. Je suis très j'aime l'ordre et j'ai fait mon service militaire à une époque où tous les jeunes de mon âge essayaient de se défiler pour ne pas partir en Algérie. Je peux comprendre ça aussi. J'ai fait mon service militaire aux chasseurs alpins à Annecy, dans le 27e bataillon de chasseurs alpins, le plus brillant de tous. Je ne voulais pas être chanteur. Je n'ai jamais voulu être chanteur parce que j'avais un frère qui avait une voix naturelle, une voix d'opéra, mais comme il en existe peu, vous savez, il y a des gens qui ont travaillé pour devenir des chanteurs d'opéra et puis d'autres qui ont très peu travaillé. C'est comme pour le piano, il y a des gens qui sont surdoués et des gens qui arrivent par le travail. Mon frère avait une voix naturelle exceptionnelle qui faisait que il aurait fait une carrière mondiale. Il a choisi de se suicider à l'âge de 27 ans, victime d'un chagrin d'amour provoqué par le racisme. Car mon frère voulait épouser une jeune chinoise et que ses parents se sont opposés. Je vous dis ça parce que effectivement, dans ma vie, il y aura ce thème de la lutte contre le racisme, car j'ai aussi un autre cousin qui est décédé, lui, parce qu'il voulait épouser une jeune fille qui était juive et qu'il était chrétien et que ses parents se sont opposés. Le racisme, quel qu'il soit, le racisme est quelque chose d'horrible. Un thème de ma vie, j'ai lutté contre, j'ai rencontré le pasteur Martin Luther King et j'ai eu le grand honneur de chanter pour lui à l'occasion du premier concert contre le racisme au Palais des Sports en 66. Je ne sais plus, je me suis peut-être un peu égaré dans la réponse, mais peu importe, je vous en ai dit peut-être plus que ce que vous n'attendiez. Ça me va très bien. Je me souviens de la question que vous m'avez posée tout à l'heure. Oui, allez-y. Le folklore américain, oui, le folklore américain. L'Amérique, c'est un pays qui a été fait par des émigrants, tous chassés de leur pays, qui ont fui la guerre, qui ont fui les persécutions religieuses, qui ont fui les persécutions racistes. C'était un immense désert, contrairement à ce que les gens pensent, peuplé par quelques Indiens qui avaient compris ce pays, qui est tout le temps frappé par des cyclones, par des choses terribles. Et eux, c'était des nomades, ils se déplaçaient, donc ils ne souffraient pas de ça. Et puis, ces émigrants se sont installés et ils ont créé une société, une civilisation métissée avec ces Afro-Américains qui ont apporté leur musique, leur rythme, et qui, au contact des pasteurs protestants et des curés chrétiens, ont fait une musique qu'on appelle le gospel. Ça a été le blues, le jazz, la musique du XXe siècle. Or, en France, le folklore, quand j'avais 18 ans, n'existait plus, pratiquement. Et quand je suis arrivé en France et que je n'ai pas pu faire rentrer à l'école des Beaux-Arts, j'ai dit à mon père, maintenant je vais me débrouiller tout seul. Je ne vous dois plus rien parce que mon père était divorcé. Il était très honnête et je lui dis, vous avez fait ce que vous avez pu pour moi, maintenant je vais gagner ma vie. Et j'ai commencé à chanter parce que je ne savais rien faire d'autre. Chanter n'est pas un métier, chanter c'est une façon de vivre. Tout d'un coup, quelqu'un m'a proposé de l'argent, je suis devenu professionnel par hasard et par nécessité. Et comme je n'avais pas l'âme d'un songwriter, d'un auteur-compositeur comme Brassens, qui est un génie, je me suis retourné vers
les folklores que je connaissais, le folklore espagnol, brésilien, bolivien, péruvien, et j'ai commencé à chanter du folklore. Et par la suite, je me suis rendu compte que c'est le folklore américain qui était le plus proche de mes besoins, et je continue de penser que cette musique est puissante parce qu'elle est née par des gens qui étaient courageux, malheureux, et qui luttaient, et qui étaient des gens du peu, et qui faisaient des mélodies simples, et c'est ça qui me convenait. C'est pour ça que j'ai fait ce disque. Moi, je suis parti du principe que chanter n'est pas un métier, c'est un plaisir. Moi, d'une façon générale, je pense que les artistes sont des paresseux qui passent leur temps à s'amuser. Ils jouent du piano, ils jouent de la guitare, ils jouent à faire de la peinture, ils s'amusent à faire de la sculpture. C'est un jeu. Il faut pouvoir chanter une chanson dans un endroit insolite, c'est-à-dire une plage. Il y a la mer avec les vagues qui font... Ça fait du bruit, un bruit de fond. Le sable, c'est très désagréable parce qu'on en a partout. Mais si vous êtes jeune et puis que vous voyez des jolies filles autour de vous, vous avez une guitare, il faut pouvoir chanter une chanson et les séduire. Voilà. Donc, il faut des rythmes simples, des instruments avec des sonorités naturelles. Alors, vous savez, Camus disait mal nommer les choses ajoute du malheur aux hommes. Je souscris absolument à ça. Celui qui a inventé ce mot guitare sèche est un crétin. C'est un crétin. Parce qu'une guitare n'est jamais sèche. Une guitare, c'est du bois, c'est quelque chose qui a vécu. Une guitare, on peut dire que si elle n'est pas électrique, elle est acoustique. Donc, les sonorités que je choisis, ce sont les sonorités le plus naturelles possible. Le violon, qu'on appelait le fiddle en anglais, le banjo 5 cordes, qui est un instrument qui vient d'Afrique, la batterie, c'est un tambour. Qu'est-ce que je peux vous dire? Le piano, bon, c'est déjà plus construit mécanique. Mais j'ai choisi effectivement des sonorités et des instruments très proches du naturel. Et aussi très proches des gens, dans les textes, dans les sonorités. Vous avez vraiment envie que ça parle aux gens? Il faut me parler un petit peu des mélodies aussi qui sont simples, parce que les gens qui sont simples, qui n'ont pas fait d'études, font des mélodies très simples. Et autrefois, les gens faisaient des chansons surtout pour raconter des histoires et pour fédérer les gens, pour que les gens se mettent autour d'eux. Et quelquefois, faire que les gens qui sont autour de vous se mettent spontanément à chanter avec vous. Alors quand autrefois les gens chantaient des chansons comme on chantait de ma jeunesse, le bon roi d'Agobert a mis sa culotte à l'envers, le bon Saint-Héroi, quand mon roi majesté est mal culotté, c'est vrai, lui dit le roi, je vais la remettre à l'endroit. Qu'est-ce que c'est beau ça! Et on recommence après, taran, taran, taran. Il y a le couplet, le refrain, le couplet, le refrain. Georges Brassens nous a appris à utiliser ce mode de chanson. Et grâce à Brassens, la poésie qui avait été capturée et confinée, enfermée par des intellectuels agrégés de lettres de la Sorbonne et qui écrivaient des textes que personne ne comprenait, qui étaient certainement d'une grande beauté, d'une grande intelligence, mais qu'un type comme moi, qui n'a pas cette nature, je ne comprenais pas. Alors moi, j'ai beaucoup écouté Brassens, et un jour, j'ai compris, Brassens était un vrai poète, mais il avait compris que la poésie en tant que genre littéraire, c'était fini. Que malheureusement, même si Paul Valéry, que j'adore, avait beaucoup de talent, les ouvriers de chez Renault ne lisaient pas Paul Valéry, ils ne lisaient pas Mallarmé, ils ne lisaient pas René Char. La poésie s'était desséchée, c'était un squelette, il n'y avait plus de rimes, il n'y avait plus de rythme, il n'y avait plus rien. Et la poésie, pendant des siècles, était chantée. Et ce sont des gens comme Brassens et Bob Dylan qui, en faisant des chansons très populaires, ont fait redescendre la poésie au niveau du trottoir, où les gens pauvres pouvaient jouer de la musique et faire chanter les gens et les rassembler. Voilà, c'est ça l'histoire. Et donc, moi, je suis quelqu'un qui a toujours essayé de faire des chansons simples, sur des mélodies courtes. Et comme je suis honnête, quand j'emprunte une chanson à un folklore qui n'est pas signé, comme disait Charles Trenet,
quand on aura oublié le nom de l'auteur, mais il y a toujours un auteur. Derrière Santillano, il y a un musicien inconnu. C'est pas moi qui ai fait la musique, et c'est pas celui qui touche les droits d'auteur qui a fait la musique non plus. Je pense que ces mélodies de 8 mesures répétitives, c'est beaucoup plus difficile que d'écrire une chanson compliquée sur un poème incompréhensible. Le but de tout ça, c'est de fédérer et de rassembler, et ça, tout le monde n'est pas capable de le faire. Moi, je ne m'occupe pas des autres. Moi, c'est la seule chose que je sais faire. C'est la seule chose qui m'intéresse, et que ça soit fédérer les gens pour leur permettre de passer à l'action, comme Santillano, debout les gars, hasta luego, on se lève, on marche, on chante ensemble, ou au contraire, on fait le silence et on pleure ensemble autour du petit âne gris de Stewball ou de cette fille qui s'est sacrifiée pour élever ses frères et ses sœurs. Comme Francesco, mon frère, s'était un peu sacrifié pour remplacer mon père qui avait quitté la famille. Et c'est mon frère qui avait juste 1 an de plus que moi qui m'a élevé. Quand j'ai chanté Céline, je pensais à mon frère. Ou on fait marcher ou on fait pleurer. Cette interview, elle s'appelle Ancré et elle parle des attaches. L'attachement. Exactement. L'attachement. Mais je suis attaché à tout. D'abord à la vie. Hier, j'ai encore sorti une petite araignée toute petite, fine, mignonne, élégante. Elle était condamnée. Nous sommes tous condamnés à mourir un jour. Mais le réflexe de l'homme que je suis, je me suis dit que peut-être que c'était une jeune araignée qui n'avait pas vécu. J'ai donc pris le soin, avec ma serviette, pour ne pas la blesser, de la sortir de la salle de bain et je l'ai mis sur la fenêtre dehors pour qu'elle ait sa chance. L'attachement à la vie, l'attachement aux êtres humains, aux animaux, aux plantes, mais évidemment à la famille. Vous vous rendez compte, j'ai une petite fille qui chante avec moi dans mon disque. Parce qu'à cause du confinement, on ne pouvait pas avoir de chœur. Et j'ai donc téléphoné à ma petite Zemfira, qui est irlandaise, qui vit à Dublin. Elle a 8 ans et elle fait du violon, parce que je lui ai offert un petit violon à l'âge de 4 ans. D'accord. Elle est musicienne et elle fait partie de la chorale des enfants de la cathédrale de Dublin en Irlande. Et c'est elle qui chante avec moi la chanson qui s'appelle L'Erie Canal, le canal Erie. Mon saint préféré dans la chrétienté, c'est Saint François d'Assise qui parlait aux animaux. Je parle aux animaux, mais je parle aux plantes. Aux vivants. Donc. Je parle, voilà. Vous me demandez à quoi je suis attaché. Je suis attaché à la vie. Il y a une chose que je voudrais vous dire avant de vous quitter, parce que j'ai parlé beaucoup. Hein. J'espère que vous allez rien couper. Ah non. Non, jamais. Jurez. Jurez. Je vous jure. Alors, je pourrais vous dire simplement que je n'ai jamais eu besoin de tourner ma veste. Je suis toujours comme j'étais. Je ne me suis pas trompé. J'ai fait des bons choix quand j'étais jeune. Mais je n'ai pas été épargné par la vie. Mais face à la douleur, face à la souffrance, j'ai cette force naturelle de la résilience. Petit garçon, j'étais malade. Petit garçon, j'ai fait pipi au lit. Et à cause de ça, je ne pouvais pas aller en pension. Et mon rêve, c'était d'aller en pension avec mes frères. Eh bien, tout ça, j'ai surmonté tout ça grâce à la résilience. J'engage tous ceux qui m'écoutent maintenant à se souvenir de ça. Tout mal doit engendrer du bien. Sinon, tous ceux qui sont morts à la guerre seraient morts pour rien. Et je ne veux pas qu'on meure pour rien. Il faut vivre pour les autres. Eh ben, je vais m'en souvenir déjà pour moi. Mais je me suis régalé avec vous. Mais moi aussi, c'était un honneur, vraiment, je tenais à vous le dire. J'ai compris que, quand même, les questions que vous posez, et d'ailleurs tous ceux qui posent des questions, ils veulent des réponses, mais ils sont limités par le temps, parce que leur patron leur dit « il faut que ton truc ne dure pas plus de 9 minutes ». On ne peut pas, tout ce que je vous ai raconté, on ne peut pas le dire en 9 minutes. Mais moi, j'ai pas de patron, c'est ça qui est bien. Et je suis sûr que vos spectateurs vont apprécier, parce que c'était un interview intéressant. J'espère. En tout cas, moi, j'ai passé un très bon moment et j'ai appris plein de choses. Merci à vous. Merci beaucoup. Passez une très bonne journée. Je vous embrasse. Au revoir. Au revoir. Au revoir. What's up, Thérèse?